Voilà. Alors, on est maintenant un peu plus d'une cinquantaine sur le webinaire, donc on va lancer la session. Donc, bienvenue à tous pour cette première session de webinaire sur défis viticulture en Occitanie. Donc, cette première des 4 sections va parler de la gestion des doses de cuivre en viticulture. Et c'est une action qui s'intègre dans les rencontres alternatives phyto, qui ont pour objectif de diffuser les méthodes alternatives mises en place dans les réseaux défis et de partager avec les agriculteurs et les ingénieurs réseau engagés dans défis. Donc, les réseaux défis, ce sont des groupes d'agriculteurs engagés volontairement pour la baisse de l'utilisation des produits phyto et ils sont accompagnés par un ingénieur réseau. Donc, aujourd'hui, c'est le réseau de Karen Poirot du CIVAM Occitanie avec le témoignage de Mathias Pecheler, viticulteur dans l'Hérault, qui va nous être présenté. Et tout de suite, je vous propose un petit tour de table des participants pour un petit peu faire le tour des organisateurs. Karen, je te laisse la parole si tu veux commencer à te présenter. Donc, Karen Poirot, je suis animatrice au sein de la Fédération régionale des CIVAM Occitanie et je suis ingénieure réseau défi ferme du groupe COS Minervois qui se situe dans le Minervois à côté, à la Connette, exactement. Donc, je vous présenterai le groupe tout à l'heure. Mathias. Oui, pardon. Mathias Pecheler, vigneron au Château Couperose à la Connette, donc, et membre du groupe défi qui est animé par Karen. Et voilà. Nicolas. Oui, bonjour, Nicolas Constant, donc je suis ingénieur conseil viticulture au sein de l'association interprofessionnelle Sud-Vin Bio qui regroupe 500 vignerons et producteurs bio sur la région Occitanie. Eric. Bonjour, Eric Lelgois, je suis chargé de mission à la Chambre d'agriculture de Vaucluse et là je suis là en tant que réseau défi, j'anime les 13 réseaux de la région arc-méditerranéen et je fais le lien entre la cellule nationale et les animateurs de groupe. Et j'anime aussi un groupe, pour mon autre partie de travail, j'anime un groupe moi en propre qui est dans les Côtes-du-Rhône. Et donc, Gabrielle Galipo, moi je suis chargée de mission animation Ecophyto à la Chambre régionale d'Occitanie et je m'occupe de tout ce qui est coordination du plan Ecophyto pour la région. Donc, vous avez un petit onglet chatter. Là, vous pouvez communiquer avec tous les participants. Vous pouvez poser des questions dans l'onglet questions et on y répondra en direct. Et je vous invite donc à envoyer un message. Donc, par exemple, là, je vous dis bonjour à tous. Pour en savoir un petit peu plus sur vous, je vais envoyer un petit sondage. Donc, pour y répondre, vous cliquez directement sur l'écran, sur la réponse qui vous concerne. Donc, d'abord, un petit sondage pour connaître votre profession. Donc, vous cliquez tout simplement si vous êtes agriculteur, conseiller ou autre. L'idée est un petit peu de savoir qui vous êtes et
et vous présenter à travers ce petit sondage. Donc, vous êtes une majorité de conseillers, la moitié d'entre vous donc êtes conseillers, 20% agriculteurs et 28% autres. Une autre question qu'on va vous poser, c'est si vous êtes agriculteur. La question est de savoir si votre exploitation est engagée en agriculture biologique, en conventionnel, en conversion à la baie ou autre. Donc là, de la même manière, vous cliquez sur la réponse. C'est plutôt une question pour les 20% d'agriculteurs qui sont parmi nous. Là aussi, une majorité d'agriculteurs qui sont parmi nous, vous êtes en agriculture biologique et vous êtes à 40% en agriculture conventionnelle. Voilà. Je vous propose tout de suite de laisser la parole aux principaux intéressés. Donc, Karen, si tu veux bien commencer, je te désigne comme présentateur et tu vas pouvoir partager ta présentation. Donc, on va commencer par du coup, c'est la gestion des doses de cuivre avec le retour d'expérience de Mathias, avec une présentation aussi en cours de PowerPoint de Nicolas Constant sur la réglementation du cuivre. Alors, attends, ça marche pas. Okay. Du coup, je vais commencer par vous présenter le groupe Défi Ferme que j'anime depuis 3 ans maintenant. La partie sur la réglementation sur le cuivre, où on aura une petite session questions. Et ensuite, on passera au témoignage et à la gestion du cuivre sur le domaine coprose. Donc, le groupe, il a été constitué en 2016. Il est représenté par 16 exploitations, dont avec un lycée agricole, qui est le lycée Charlemagne à Carcassonne. Au début de l'entrée dans le groupe, il y avait exactement 3 exploitations en bio, 2 qui étaient en cours de conversion et 6 en conventionnel. Il faut savoir que le groupe, il est constitué à peu près de 50% de vignerons indépendants et 50% de vignerons en cave coopérative. Donc, on a une vision assez globale de ce qu'on pourrait retrouver sur le territoire français au niveau des vignobles. Donc, c'est un groupe qui est présent quasiment que sur la commune de Laconette, donc dans le Minervois, à l'ouest de l'Hérault. Donc, quand ils sont rentrés dans le groupe, l'objectif était de diminuer leur indice de fréquence de traitement. Donc, c'est ce qu'on utilise, nous, dans les défis fermes, pour pouvoir comparer et voir l'évolution des différentes exploitations au cours du temps. Donc, à leur entrée, on a fait un point sur 3 ans qui est de 2014 à 2016 et on peut voir qu'il y a une grande disparité entre les exploitations. Il y en a qui sont en maintien bas d'IFT, qui sont à 3,8 sur 3 ans, alors que d'autres peuvent monter jusqu'à 11,9. Donc, pour rappel, l'indice de fréquence de traitement, c'est la dose homologuée en nombre de traitements appliqués. Donc, l'évolution du groupe entre 2016 et 2020. Donc, avant, on avait 3 domaines en agriculture biologique. Actuellement, on est à 7 domaines en agriculture biologique labellisés, 2 qui sont en cours de conversion depuis cette année et 3 ont fait le choix de passer en HVE3 car il y avait une demande de leur cave coopérative. Pour commencer, je donne la main à Nicolas pour qu'il puisse vous présenter la réglementation sur le cuivre. Voilà. Alors, simplifiée de la réglementation sur le cuivre, c'est un sujet qui est assez compliqué. Donc là, l'idée, c'est de brosser à grands traits les principales idées à retenir sur le sujet. Alors tout d'abord, pour rappel,
Donc, quand on parle de produits à base de cuivre, donc vous connaissez les spécialités commerciales, donc les noms commerciaux que vous achetez chez vos distributeurs. Donc, pour rappel, une spécialité commerciale, c'est composé de substances actives, donc dans le cas qui nous intéresse, les composés de cuivre, et de coformulants, d'adjuvants, de produits de formulation. En termes de réglementation, donc là aussi pour simplifier, la réglementation sur les substances actives sont du ressort européen, sont de l'échelle européenne. La réglementation sur les spécialités commerciales, c'est du ressort national. Alors, il y a deux grandes réglementations qui s'appliquent au niveau européen sur l'utilisation des composés de cuivre, enfin deux grandes réglementations pour les agriculteurs biologiques. Tout d'abord, la réglementation générale qui s'applique à tout agriculteur. Donc, c'est la base pour qu'un produit puisse être ensuite homologué. Il faut que là où les substances actives qui le composent soient inscrites sur la liste des substances autorisées dans cette réglementation. Pour rappel, les substances actives classiques sont réévaluées tous les 10 ans. Donc, à partir du moment où elles sont autorisées, elles le sont pour 10 ans. Par contre, les substances actives dites candidates à substitution sont autorisées et réévaluées tous les 7 ans. Donc, je précise ça puisque le cuivre est concerné par cette notion de substance active candidate à substitution. La deuxième grande réglementation qui s'impose au cuivre au niveau européen, c'est la réglementation bio, donc qui précise que seules certaines formes de cuivre, certains sels de cuivre sont autorisés. Si on fait un petit historique sur les restrictions de dose d'utilisation du cuivre, donc là aussi je m'appuie sur les deux réglementations générales et bio. Jusqu'au 1er janvier 2019, il n'y avait pas de restrictions spécifiques sur l'utilisation du cuivre par rapport à la réglementation générale. Donc là, je suis toujours au niveau européen pour les substances actives. Par contre, en bio, on avait une restriction donc depuis avril 2002 jusqu'à janvier 2020, qui était la fameuse règle des 30 kg de cuivre métal sur 5 ans, donc qui laissait la possibilité aux agriculteurs bio d'utiliser une dose moyenne de 6 kg par hectare et par an. Donc ça, c'était la situation jusqu'au 1er janvier 2020. Depuis, donc, deux évolutions majeures. Tout d'abord, au niveau de la réglementation générale, qui est applicable depuis le 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2025, puisque le cuivre, encore une fois, est autorisé pour 7 ans. La règle de base, c'est d'utiliser le cuivre sur une dose maximum sur un cumul total sur 7 ans de 28 kg, ce qui laisse la possibilité de faire une moyenne de 4 kg par an. Donc ça, c'est la réglementation générale. Et pour rappel, la réglementation bio, depuis le 1er janvier 2020, n'a plus de restrictions spécifiques sur l'utilisation du cuivre. Donc la réglementation générale s'impose à tout agriculteur. Donc ça, ce sont les règles du jeu, j'allais dire, jusqu'au 1er janvier 2026. Au-delà de cette date, il y aura de nouvelles évolutions dans la réglementation, mais on n'a pas les éléments pour le moment. Donc, comme la réglementation générale, celle qui s'impose à tous, je vais détailler un petit peu sur des aspects assez pratiques. Donc, si on regarde le texte, la réglementation européenne, donc le règlement d'exécution 2018-1981, il est précisé que les États membres, quand ils autorisent, donnent l'homologation d'un produit à base de cuivre sur leur territoire, doivent apporter une attention particulière à la sécurité des opérateurs, à la protection des eaux et des organismes non cibles. Donc ça, je vous donnerai des exemples concrets, comment ça s'est traduit en France sur les derniers produits homologués. Et puis, donc c'est précisé également que les États membres doivent prendre des mesures pour limiter l'utilisation du cuivre, notamment, donc je vous invite à lire la dernière phrase du paragraphe qui précise que les États membres peuvent notamment fixer une dose maximale de 4 kg par hectare et par an. Donc ça, c'est la réglementation européenne. Au niveau de la réglementation française, voilà comment les textes européens ont été traduits. Donc tout d'abord, donc pour les produits qui ont été récemment homologués, donc la sécurité du travailleur, ça a été traduit par un renforcement de l'utilisation des EPI. Donc les EPI ne sont pas nouveaux dans les cadres de l'homologation des produits à base de cuivre, mais leur utilisation a été renforcée.
De même pour les zones de non traitées, les ZNT aquatiques. Là maintenant, la plupart des produits cupriques ont des ZNT de 20 à 50 mètres. Sachant que pour un même produit et un même usage, on peut avoir deux ZNT différentes en cours de campagne. Parce que la ZNT est en particulier liée à la dose d'utilisation et au niveau des nouvelles homologations, un même produit peut avoir différentes doses d'homologation, notamment en fonction des stades phénologiques. Donc c'est un petit peu compliqué pour s'y retrouver, mais c'est comme ça, donc il faut être vigilant par rapport à ces textes. Et le dernier point dont on parle beaucoup ces derniers mois, c'est la dose d'utilisation, puisque les produits qui ont été réévalués suite à la mise en place de la nouvelle réglementation portent la mention SPE1, donc qui indique qu'on ne peut pas utiliser ce produit ou tout autre produit à base de cuivre à plus de 4 kg par hectare. Donc, ce qui sous-entend qu'on n'a plus la possibilité avec ces produits-là de lisser les doses de cuivre sur plusieurs années. Donc, si on résume la situation actuelle sur le marché français, on va dire deux catégories de produits à base de cuivre. Tout d'abord, les produits qui ont des anciennes homologations, pour lesquels on peut utiliser une quantité maximale de 28 kg lissés sur 7 ans, même si faut bien évidemment respecter les conditions qui sont précisées dans l'homologation de chaque spécialité, donc souvent qui limitent le nombre d'applications par an et la dose maximale annuelle. Mais en changeant de produit cuprique en cours de campagne, on peut aller au-delà des 4 kg sur une campagne si c'est nécessaire. Les produits qui ont la nouvelle homologation, donc par contre, eux portent cette fameuse mention SPE1. Et ça veut dire qu'à partir du moment où vous faites une seule application avec un de ces produits, vous êtes limité à 4 kg sur la campagne. Donc, il faut être vigilant. Donc, c'est la situation actuelle sur le marché. Et toujours pareil, ça, ce sont les règles du jeu jusqu'à fin 2025. À partir du 1er janvier 2026, c'est un point d'interrogation. On ne sait pas comment la réglementation va évoluer. Donc, un autre schéma pour vous présenter un petit peu la situation actuelle. Donc, les flèches bleues, violettes et rouges vous schématisent la quantité de spécialités commerciales qui sont disponibles sur le marché. Donc, en 2019 et avant, tous les produits à base de cuivre pouvaient être utilisés dans le cadre du lissage. Et on s'aperçoit que d'année en année, la flèche diminue. Donc, ça veut dire que le nombre de spécialités commerciales concernées disponibles sur le marché diminue. En parallèle, on a les cuivres qui portent la mention SPE1, donc qui rend le lissage impossible, qui augmente d'année en année. Et dans quelques années, alors on ne sait pas si c'est 2022 ou 2023, on n'aura plus que ce genre de spécialité commerciale sur le marché. Donc, toujours pareil, dans le cadre de la réglementation 2018-1981, ça veut dire qu'au-delà du 1er janvier 2026, on ne sait pas ce que ça donnera. Donc, je vais conclure mon intervention sur deux points particuliers de réglementation spécifique, supplémentaire, on va dire. Tout d'abord, la réglementation sur les distances de sécurité à proximité des habitations, qu'on appelle couramment ZNT riverain ou distance de sécurité riverain. Vous avez dû entendre parler de cet arrêté qui est sorti le 27 décembre 2019, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Donc, pendant un certain temps, il y a eu un flou sur la situation du cuivre par rapport à ce texte, mais maintenant c'est clair que dans le cadre de cette réglementation, et uniquement dans le cadre de cette réglementation, les produits à base de cuivre sont considérés comme des produits de biocontrôle. Et à ce titre, ils ne sont pas soumis à la ZNT riverain. Sauf, et ça, il faut lire précisément le texte, si leurs autorisations de mise sur le marché donnent une indication contraire. Ce qui est le cas pour un certain nombre de produits qui ont des ZNT riverains de 10 voire 20 mètres. Donc là encore, on se retrouve sur le marché avec des produits qui ont une ZNT riverain de 10 ou 20 mètres et d'autres produits, la grande majorité actuellement, qui n'est pas soumis à cette réglementation. Dernier point particulier, donc là c'est un petit focus sur l'utilisation des engrais foliaires à base de cuivre en agriculture biologique. Donc juste un petit rappel, bien évidemment, avant d'être bio, les agriculteurs en AB sont des agriculteurs, donc ils sont soumis à la réglementation générale. Et dans ce cadre-là, les engrais ne peuvent pas être utilisés à des fins de protection de la culture. Un engrais, c'est un produit de fertilisation, donc il ne peut pas se substituer à un produit phytosanitaire.
Et en bio, pour utiliser un engrais, il faut que ce soit justifié soit par une analyse de sol, soit par une analyse de végétal. Pour info également, la quantité de cuivre qui est apportée sous forme d'engrais est inclue dans les cumuls de cuivre par les organismes certificateurs. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Et enfin, si l'engrais foliaire à base de cuivre, si l'organisme certificateur considère que son usage n'a pas été à des fins de nutrition de la vigne, mais de protection, l'organisme certificateur peut considérer que c'est un mésusage qui peut entraîner dans un premier temps un avertissement, voire un déclassement de l'eau s'il y a un récidive. Vous faites également vigilant par rapport à l'usage de ces produits. Donc, en résumé sur la réglementation, donc, au niveau européen, actuellement, donc, les composés de cuivre sont autorisés jusqu'au 31 décembre 2025. La quantité de cuivre autorisée est de 28 kg sur 7 ans. À venir, là, les firmes sont déjà en train de préparer les nouveaux dossiers pour la réhomologation de 2025. Au niveau français, donc actuellement, on a certaines spécialités commerciales qui permettent de lisser les apports de cuivre sur plusieurs années, sur 7 ans, et d'autres qui imposent une dose fixe de 4 kg par hectare. En AB, la quantité de cuivre apportée par les engrais est comptabilisée dans le cumul annuel. À venir, sur la réglementation bio sur ces aspects cuivre, point d'interrogation, puisqu'en fait la réglementation bio suit un peu la réglementation générale. Si la réglementation générale est plus restrictive, elle n'impose plus de restrictions particulières, ce qui est le cas pour le moment. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la réglementation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci beaucoup, Nicolas, pour ta présentation. On peut prendre une ou deux questions rapidement. Là, dans le chat, je vois qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Donc, questions ou remarques, n'hésitez pas. Que vous soyez conseiller ou agriculteur, on est là pour ça. Sinon, on va enchaîner avec le témoignage du coup de Karen et de Mathias sur le retour d'expérience dans l'engagement de défi et les pratiques mises en place sur l'exploitation de Mathias. Karen, je te redonne la main. Du coup, je vais vous présenter avec Mathias du coup, son domaine. Donc, c'est le domaine du château Coprose. Il est situé sur la Conette. C'est un domaine qui est depuis un certain moment en agriculture biologique. Tu nous diras depuis quand, Mathias? Ça fait 10 ans, là. Enfin, quand on a entamé la conversion. Bon, vas-y. En biodynamie dans les prochaines années. Il a une SAU de vigne de 40 hectares et son système de culture, ce qu'on appelle un système de culture, c'est ce qu'on étudie au niveau défi ferme, qui est la totalité de ses vignes. Les spécificités au niveau des sols sur ce secteur, c'est très varié. Et ça va de sols argileux jusqu'à des sols alluvions calcaires sur l'Écosse. Donc, on a il y a des grandes diversifications de terroirs. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, juste là-dessus, un petit point, c'est qu'effectivement, on est sur une zone assez sèche, hein, donc sur des terroirs principalement de Cosse, quelques argiles, effectivement, plutôt sur les blancs, du schiste, une petite parcelle de schiste très très sèche. Ce qui fait que par rapport à tout ce que je vais dire après, il y a quand même un point qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on est sur des terroirs qui sont quand même assez peu sensibles au mildiou, comparé à d'autres zones, hein, donc c'est toujours à prendre en compte. Voilà. Sinon, non, effectivement, un objectif de rendement, ouais, quarantaine d'hecto-hectares. C'est aussi à prendre en compte parce que, évidemment, plus on veut faire monter le rendement, plus il va falloir être performant sur la gestion des différents cryptogames. Mais non, sinon, vas-y, pas de souci. Avant de continuer, je voudrais juste que tu nous dises quelles étaient tes motivations pour intégrer un groupe défi ferme,
Oui. Ça rentrait quand même bien dans l'objectif que je me suis fixé quand je me suis installé, quand j'ai commencé à travailler sur le domaine il y a 7 ans. Bon, il a fallu un petit peu de temps pour que ça me travaille un peu, mais le but c'était vraiment, et ça continue, d'aller dans ce sens, d'aller vers une quantité d'intrants, que ce soit à la vigne ou à la cave, qui soit, le but c'est de tendre vers, pas zéro, parce que c'est complètement impossible à mon sens, mais quand même en tout cas d'aller vers une diminution drastique de ce qu'on peut mettre sur la vigne et à la cave, pour évidemment se rapprocher le plus possible de ce qu'on pourrait appeler l'effet terroir sur les vins, même si c'est un grand mot. Et donc le groupe défi pour ça est bien parce que ça permet, enfin on n'est pas tout seul, quoi, ça permet d'être suivi. Au niveau des chiffres, moi l'IFT, je n'avais pas trop entendu parler. Et puis ça permet de pouvoir échanger avec d'autres qui sont soit dans la même optique, soit un petit peu différents. Mais c'est toujours intéressant de pouvoir partager ça. Et chacun a ses propres idées sur les choses et on apprend beaucoup. Notamment, moi qui suis quand même assez jeune, ça permet de discuter avec des gens un peu plus expérimentés. Quand on démarre, c'est assez rassurant quand même. Voilà. Merci. Alors, le système de culture étudié sur le réseau défi ferme sur le château Coprose. Donc, vous pouvez voir qu'il a quand même une grosse un gros ensemble de cépages très différents. Il produit principalement de l'AOC minervois et du coup, il est en agriculture biologique et depuis 1 an ou 2, il passe la certification Déméter. Et on a à peu près entre 4000 et 5000 pieds hectares sur les différentes parcelles en moyenne. Donc les objectifs, l'objectif quand Mathias est rentré dans le groupe, c'est le maintien bas de ces IFT. Donc on peut voir que de 2014-2016, on était pour un IFT hors biocontrôle. Donc le biocontrôle contient il faut savoir que le biocontrôle, le soufre est présent, est compté dans les IFT biocontrôle. Donc les IFT hors biocontrôle, c'est les cuivres ou potentiellement aussi les insecticides s'il y a. Donc on est entre 1,5 pour des biocontrôles ou des hors biocontrôle et 4,3 au tout début en 2014. La suite, 2010, on peut voir qu'entre 2017 et 2020, il est resté assez bas, en sachant que 2018, il y a eu un gros pic de pluie et du coup, ça a contribué à augmenter un petit peu les doses. Donc, c'est ce qu'on retrouve sur ce graphique ici, c'est sur l'évolution des produits phytosanitaires et biocontrôle. Donc, 2018, on sait, enfin, en tout cas pour tout ce qui était Occitanie, on a eu énormément de pluie. Et du coup, il y a eu beaucoup plus de traitements en cuivre pour le mildiou. Et, mais on voit que suite en 2019 et en 2020, et on arrive, enfin, il y a eu des années plutôt normales, à part cette année encore, où il y a eu beaucoup de pluie au printemps, et du coup, on a augmenté encore un tout petit peu les produits contre le mildiou. Au moment où il a intégré le groupe aussi, on a utilisé la confusion sexuelle, du coup, contre les vers de la grappe. Et il a utilisé pas mal d'essentiels et depuis 2-3 ans. Alors ça, c'est une fiche que vous pourrez retrouver en début d'année 2021 sur un site qui s'appelle Ecophytopic. Donc, c'est les fiches trajectoires qui sont proposées et ça permet de vous montrer l'ensemble de la stratégie mise en place par Mathias sur son système de culture. Donc, pour tout ce on peut voir qu'il utilise du coup la confusion sexuelle, qu'il maîtrise plutôt la vigueur et on utilise aussi pas mal les observations et les comptages pour définir le moment où il va traiter.
Est-ce que tu as quelque chose à rajouter dessus ou pas? Sur l'insecticide, tu veux dire? Sur l'ensemble de ta pratique globale? Ah ben ça, c'est large, mais en tout cas, juste sur l'insecticide, un point, c'est que on s'est mis effectivement à la confusion sexuelle. Mais bon, je suis quand même un peu circonspect face à ça parce que on commence à retrouver, il paraît, quelques effets secondaires, notamment chez les femmes enceintes. Et moi, je me suis rendu compte sur plusieurs parcelles que effectivement, j'ai plus trop d'œdémies. Par contre, j'ai été attaqué par d'autres papillons type Eulia, type cette année Cryptobabales sur une parcelle. Donc après, si le but c'est de supprimer un nuisible entre guillemets pour le remplacer par un autre, c'est compliqué. Donc il y a peut-être d'autres techniques un peu plus intégrées. Et sinon, effectivement, ces traitements, du coup, on n'a plus le droit à partir du moment où on est d'émetteur. On peut plus utiliser de préparation à base de spinosade. Donc c'est Bacillus thuringiensis qui va remplacer. Mais effectivement, comme dit Karen, il faut être très très présent sur les parcelles parce que le BT c'est bien, mais c'est stade de tête noire. Ouais. Et du coup, il faut être vraiment précis sur le moment d'application. Voilà. Donc, pour l'évolution des doses de cuivre de Mathias depuis son entrée dans le groupe, donc, je vous ai mis sur ce graphique-là la quantité de cuivre en kilos par hectare par année et le nombre de traitements qu'il a effectués au cours de la saison. Donc, on peut voir que de 2013 à 2013, il était à 2,8 kg. Il a descendu jusqu'à 0,8 kg en 2015. Avec du coup, ça fait une moyenne de 0,2 kg par traitement. Donc, il a fait 4 sorties pour traiter le mildiou. En 2018, comme je vous expliquais, on a eu des forts des pluies assez importantes. Du coup, il a dû protéger ses vignes et du coup augmenter le nombre de traitements et du coup la quantité de cuivre en même temps. Donc il faut savoir que c'est une moyenne, c'est le cuivre posé sur une parcelle, donc sur 1 hectare d'une parcelle de Syrah. Et pour cette année, en 2020, on peut voir qu'il a bien diminué ses doses de cuivre. Il vous expliquera comment il a fait, comment ça s'est passé pour arriver à 1,4 kg cette année, alors qu'on avait quand même de fortes pressions dans l'Hérault au niveau mildiou au début de la saison. Je te laisse... Mathias, je te laisse expliquer un peu comment tu as géré cette dose de cuivre cette année. Par rapport à ce que tu disais, effectivement, le graphique que tu as montré, c'était sur une parcelle de Syrah. Après, moi, je retiens surtout 2 chiffres plus vraiment globaux sur l'exploitation totale en termes de cuivre. 2 chiffres dont je me souviens parce qu'ils marquent quand même bien la baisse qu'on a pu voir. C'est 2018 où c'était... Enfin, moi, je suis pas vigneron depuis très très longtemps, donc moi, c'était vraiment la première année où je rencontrais une attaque comme ça de mildiou, parce qu'avant ça, on le connaissait pas tellement ici, parce qu'il pleut pas. Et donc là, il y avait plus tout le printemps. Et effectivement, on avait terminé en dose calculée avec EcoCert, on était à 2,9 kg en cuivre métal global. 2019, bon, effectivement, c'était très sec, donc aucun souci. Et 2020, on a reconnu un petit peu le même printemps que 2018. Et cette fois-ci, en dose globale, on est à 990 grammes, donc un petit kilo, quoi. Et donc ça vient de plusieurs choses. Déjà, il faut comprendre que nous, en fait, parce que bon, là, il y a marqué voilà, 5 traitements, 4 traitements, 6 traitements. En fait, on traite pas chaque parcelle de la même façon. C'est-à-dire qu'une Syrah, qui est quand même beaucoup moins sensible que Grenache, Carignan, par exemple,
On va la traiter. Moi, cette année, sur certaines cirrages, je suis à 2 traitements. Sur d'autres, je suis à 6, effectivement. Sur les carignans, je suis, on va dire, entre 10 et 12 traitements. Et sur les grenaches, un petit peu entre les deux. Pour donner quelques exemples. Donc, c'est-à-dire qu'après, ça nécessite une grosse observation vraiment à la parcelle. Une bonne connaissance de chaque parcelle aussi. Parce que, par exemple, moi ici, j'ai une syrah qui est sur le cos, mais un cos qui est assez exposé aux brumes matinales. Donc cette syrah-là, qui est pas un cépage sensible, pour le coup, sur cette parcelle, devient assez sensible. Et donc je vais la traiter peut-être un petit peu plus que d'autres qui sont beaucoup plus sèches. Donc ça, c'est quand même une première chose, de ne pas aller traiter automatiquement chaque parcelle, ne pas faire le tour complet de son exploitation à chaque fois. Ça permet quand même de faire baisser les doses de cuivre vraiment sur la globalité, quoi, sur la moyenne. Ça, c'est une chose. Et après, il faut surtout traiter au bon moment, c'est-à-dire, moi, je fais toujours les traitements juste avant les pluies, quand c'est impossible, évidemment. Ça nécessite aussi peut-être de repenser un petit peu son travail du sol. Une année comme 2018 ou comme 2020, j'ai pas travaillé les sols avant fin juin, début juillet. Et encore, il y en a certains que j'ai pas travaillé du tout. Parce que effectivement, non seulement ça fait remonter des spores, mais en plus de ça, après, si jamais il pleut, on peut plus rentrer sur la parcelle, ce qui est quand même préjudiciable. Voilà. Et ensuite, pour parler vraiment de produits, disons, en fait, de biocontrôle, tout ça, moi je me suis mis à l'essentiel. Donc l'essentiel qui est une préparation commerciale à base d'huile essentielle d'orange. Je m'y suis mis il y a quoi, 3-4 ans, Ouais, ouais. 4 ans. Quelque chose comme ça. Et donc maintenant j'en suis à 4 à 5 traitements. En fait, mes 4 à 5 premiers traitements, je les fais avec ça. Ça a un effet légèrement curatif quand on attaque vraiment sur les tout premiers stades mildiou. Donc c'est-à-dire si on a raté un traitement juste avant pluie, on peut nous ici notamment sur les COS, on a quand même cet avantage-là, c'est que c'est de la pierre. Donc même s'il pleut, comme il a fait cette année, 100-120 mm, je peux y aller dès un jour ou deux après, quoi. Donc ça permet de pouvoir taper quand même assez vite. Donc taper quand il faut, et puis avec donc les produits qu'il faut. Donc l'essentiel en termes de dose sur les 4 à 5 premiers traitements, je mets 0,5-0,6%. Donc c'est exprimé en termes de pourcentage par rapport à la bouillie, hein. Moi je traite à 100-120 litres hectare. Donc voilà, et ça permet de faire baisser les doses de cuivre et de soufre notamment. D'ailleurs sur le soufre, il faut carrément même faire vraiment attention parce que l'assemblage essentiel soufre, si on met des fortes doses de soufre type 7, 8, 9 kg, on peut assez vite avoir une phytotoxicité. Ce qui fait que moi, en termes de soufre, de mes premiers traitements en avril jusqu'en juin, je suis à entre 3 et 5 kg selon la pression oïdium. Donc ça permet déjà de faire pas mal baisser. Le mildiou, du coup, je suis à des moitiés doses, c'est-à-dire que je travaille avec du champflot, donc hydroxyde de cuivre, il me semble, qui est à 34%, donc 340 grammes de cuivre métal par litre. Et je vais passer, selon les stades, un petit peu à 0,5 litres, donc 170 grammes, jusqu'à 1 litre en encadrement de fleurs, sur les cépages assez sensibles, type carignan, grenache, quelques blancs aussi. Voilà. Et ensuite, du coup, depuis cette année, on s'est vraiment mis aussi à tout ce qui était tisane, purin. Donc purin d'ortie. Alors, il faut quand même bien faire attention à ça aussi parce que le purin d'ortie est quand même composé en grosse partie d'azote. Et on sait que l'azote, si on veut effectivement éviter d'avoir des cryptogames, il faut quand même faire gaffe. Voilà. Donc selon quand est-ce qu'on le met, on va peut-être moduler un petit peu les doses. Moi, je le mets à 5% généralement. Et après, en adjonction à ça, tisane de prêle qu'on soude, 100 grammes hectare pour chaque. Bon, ça après, il y a rien de bien compliqué avec ça. C'est juste que du coup, ça permet globalement de faire quand même baisser les doses
Et moi, je suis plutôt partisan de pouvoir passer vraiment quand il faut, juste avant pluie, et pas forcément finalement avec des grosses doses. Ça sert à rien d'aller repeindre la vigne en bleu. Juste mettre des petites doses, mais vraiment quand il faut. Et bien surveiller, bien être observateur, connaître aussi les cycles que le mildiou peut avoir. Et voilà. Et après, rien de plus particulièrement. Et je crois que j'avais vu une question sur un semis qui permettrait de diminuer la dose de cuivre dans le sol. Ça m'a fait penser à quelque chose, c'est que j'ai une parcelle sur laquelle je suis en non-labour depuis 3 ans. Et sur cette parcelle, par exemple, c'est la parcelle de Syrah où cette année, j'ai traité que 2 fois. J'ai mis 340 grammes de cuivre. Et malgré ça, il n'y avait pas une tâche. Bon, j'ai fait 35 hecto-hectares, ce qui est quand même un petit peu plus bas. Mais ça reste tout à fait correct, en tout cas pour mon modèle économique. Et sur cette parcelle, j'ai pas eu de tâche, j'ai eu 0 insecte, pas d'insecticide. Et j'ai quand même l'impression que le fait que la parcelle soit comme ça dans un milieu finalement assez vivant, ça lui permet quand même de lutter plus efficacement contre ce qui peut s'opposer à elle. Voilà. Et le semis qui permet d'enlever le cuivre du sol, je crois que c'est des crucifères, il me semble. Pour répondre à ça. Voilà. Bon, après, je pars un petit peu dans tous les sens, alors il faut. Voilà. C'est très bon témoignage. Merci, Mathias. Voilà. Et je vous propose, si vous avez des questions, Gabriel, je pense que Mathias a fait pas mal le tour sur comment il gère son cuivre et ses traitements. Et on peut passer aux questions, parce qu'on arrive à la fin, il est quand même 45. Ça passe vite. Oui, il y a pas mal de questions. Pas mal pour Mathias, mais tu les as peut-être vues, Mathias. Ouais, mais je suis devant les questions, moi je peux répondre. Dans l'appellation, on va les passer une par une comme ça rapidement. Le rendement de l'appellation, j'avais répondu, mais je crois que ça marche. Je sais pas, moi c'est 48 hecto-hectares. D'accord. Des questions sur la flavescence. Quelle est la pression dans ton secteur et quelle est ta stratégie? La pression flavescence est très très faible. On fait le tour avec comment ça s'appelle déjà? Avec un GEDON. Ils ont créé un GEDON au moment de la création du groupe, et du coup, tous les ans, ils font 2 sorties pour aller vérifier s'il y a des cicadelles en été, et du coup, après, les symptômes et marquer les pieds, et supprimer les pieds si potentiellement ils sont notés flavescence. D'accord, il n'y a pas de traitement obligatoire dans le secteur, hein, alors? Il y a un traitement obligatoire. D'accord. Si, il y a un traitement obligatoire quand même. Mais tu as en partie répondu, c'est-à-dire tu l'associes au cuivre. La question c'était est-ce que tu l'associes au cuivre? L'essentiel, je l'associe au cuivre et au soufre. Ça permet globalement l'essentiel, ça fonctionne comme. Il y a un truc que j'ai oublié aussi, c'est le bicarbonate. Donc ça fonctionne à peu près pareil, comme anciennement, qui était autorisé en bio il y a un certain temps. Le permanganate, c'était. Ouais. Ou le sel, par exemple, pour ceux qui ont déjà eu traité avec des trucs comme ça, le sel. En fait, le but, ça a vraiment un effet dessicant sur le champignon. Et donc, ça va tout simplement le faire sécher. Sauf qu'en fait, l'associer au soufre à trop forte dose, ça peut vraiment faire brûler, notamment les jeunes feuilles qui sont un peu tendres. Donc, il faut faire attention. Mais c'est bien d'essayer ça parce que c'est vraiment très très efficace, quoi. Moi, je le recommande sans aucun souci. Seulement, il faut bien faire attention. Ouais. Grâce à la recommandation de Mathias, il y en a beaucoup qui l'utilisent maintenant dans le groupe assez régulièrement au cours de la saison. Mais parce que les gens souvent se rendent pas trop compte. On se dit à 0. Moi, sur la fin, ça m'arrive de faire quelques petits traitements à 0,2, 0,3%. Et on se dit 0,2%, c'est quand même pas. Voilà, on est tous un peu pareil. Hein, on se dit c'est quand même pas énorme. Et puis finalement, ça marche vraiment très bien. Et c'est justement là qu'il faut faire attention, quoi, parce que on n'a pas l'impression. Mais moi, cette année, j'ai fait sur une parcelle de cas de Carignan où j'étais vraiment embêté par l'oïdium.
j'ai fait un mélange bicarbonate essentiel soufre. Là, faut y aller quand même doucement, quoi. Parce que plus on va aller mélanger tous ces produits qui sont quand même assez puissants, assez dessicants, plus ça risque on a des risques de phytotoxicité, quoi. Donc, plus on va mettre tout ça ensemble, plus il va falloir faire baisser les doses. Et c'est ce qui est bien aussi, c'est que ça permet de faire baisser les doses. Bon, de soufre, c'est pas très grave, mais de cuivre, c'est quand même mieux. Voilà. Sachant que le bicarbonate marche aussi sur le mildiou et la pourriture grise. De l'argile calcinée, c'est quoi de l'argile calcinée? La kaolinite, là. Ah, non, j'ai pas essayé ça encore. Moi, je faisais des traitements avant que ce soit sorti. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, mais je faisais des traitements à la bouille nantaise, donc chaud et soufre, qui étaient très efficaces, notamment sur les formes d'oïdium sur bois. Je faisais un petit traitement à ça au tout début quand on était à 2-3 feuilles étalées. Mais du coup, ça, je l'ai remplacé par l'essentiel et ça marche aussi très bien. La kaolinite, il faudrait que je l'essaie aussi. Mais bon, on a encore du temps pour essayer plein de trucs, donc ça va. Et la question sur les semis, je sais pas, il faut peut-être avancer. Je sais pas si Nicolas nous a rejoint ou pas. Les stimulateurs de défense naturelle aussi, je vois. Oui, je vous ai rejoint. J'étais déconnecté là pendant quelques instants. Mais oui, on était tous partis là. Ouais. Donc en ce qui concerne les stimulateurs de défense naturelle, moi, en biodie, il n'y en a pas 36, mais en tout cas, le purin d'ortie, qui en est un, fonctionne très bien, quoi. En plus, il a un super effet azote qui fait que sur les parcelles qui sont touchées par la sécheresse, comme on a eu une année comme ça ici, c'est quand même ça leur fait du bien, quoi. J'en ai fait en juillet, associé à une tisane d'Achille et millefeuille, et ça avait pas mal marché. Ouais, merci. Nicolas, pour les semis? Nicolas, pour les semis. Ah oui, Oui. les semis pour extraire le cuivre du sol? Oui, c'était la question, Monsieur Jacquemin. Alors, j'ai pas d'infos précises. Il y a de nombreux. Alors, effectivement, c'est un sujet qui est d'actualité depuis quelques années. Vu le sujet, il faut prendre un peu de recul. Il y a notamment une thèse qui commence à l'université de Pau sur ce thème-là. Bon, ça n'empêche qu'effectivement, il y a déjà des sociétés qui commercialisent des mélanges avec des espèces spécifiques, mais on manque de recul sur les résultats. Alors, à ce niveau-là, moi j'en parlais parce que c'est Claude Bourguignon qui avait conseillé à mon oncle Xavier Frissan, donc qui lui est en Touraine, donc il y a quand même des gros problèmes de cuivre sur les sols parce que là-bas c'est beaucoup plus humide et donc ils ont eu beaucoup plus traité avec ça. Et il lui avait conseillé une plante et de ce que je me rappelle, en tout cas, ça avait marché, quoi. Je crois que c'était une crucifère, mais je sais pas trop. Après, ce qui est sûr, c'est que quand on fait ça, il faut penser après à ne pas réintégrer la plante, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment ressortir, parce que sinon, le cuivre étant un ion, c'est du cuivre métal, donc il va s'accumuler dans la plante, certes, mais si on laisse après la plante retourner au sol, le sol va retrouver la même quantité de cuivre. D'une part, et d'autre part, ça va beaucoup dépendre de la quantité de cuivre qui va être extraite du développement de la plante. On sait que sur les couverts végétaux, que l'implantation n'est pas toujours facile, notamment dans nos vignobles méditerranéens. Donc là, la question sera la même. Si la plante ne se développe pas suffisamment, elle ne va pas extraire de cuivre. Mais c'est une piste qui est regardée de près, parce que ça peut être intéressant. Mais bon, après, il faut bien évidemment pas perdre de vue, et c'est l'objet de ce webinaire, de diminuer en amont les apports de cuivre pour soulager le sol. Je vois qu'il y a des questions aussi au niveau des préparations biodie. On fait 500P, 501 déjà, forcément. Donc bouse de corne et silice de corne. La prêle aussi avant Pâques, si c'est possible. Et après, les différentes tisanes et les différents purins, mais ça qui sont pas particulièrement axés biodynamie. Tout le monde peut les faire, pas de
Mais en tout cas, les plantes, moi, je crois beaucoup dans la possibilité de pouvoir mixer toutes ces tisanes et ces purins extraits fermentés avec les différentes préparations commerciales pour faire baisser les doses de cuivre, quoi. Et le traitement à base d'essentiel, alors que je me rappelle bien, 1 litre d'essentiel, ça me revient aux alentours de 22 € hors taxe. Donc vous faites le calcul, je mets généralement 0,5%, donc on va dire 500 millilitres par traitement à l'hectare, ça fait 11 €. Alors par rapport à un traitement conventionnel, j'en sais rien parce que je connais pas les tarifs conventionnels. Mais par rapport à un traitement en bio, quand on voit que finalement on peut diviser la dose de soufre homologuée sur 1 hectare, c'est 12 kilos, je crois. Bon, il faut vraiment y aller pour passer à une dose comme ça, mais du coup, moi quand je mets 0,5%, je mets comme je disais, entre 3 et 5 kilos. Donc si on économise, disons, 5 à 6 kilos de soufre, on s'y retrouve pas trop mal. Et en cuivre, ça va très très vite parce que le cuivre coûte un petit peu plus cher que l'essentiel. Donc l'un dans l'autre, ça revient à peu près au même tarif, quoi. Et en plus, l'essentiel, ça sent bon. Et ça, c'est bien. On prend peut-être une dernière question. Je ne sais pas s'il y en a encore une ou pas. Mais... On a perdu du monde du coup avec cette coupure. Il y a pas mal de questions qui ont été reposées au niveau du chat parce que du coup, Marie, qui fait un peu tout le back-office, elle nous a recopié les questions de tout à l'heure. Alors. Je vais prendre une connaissance des questions. Non, je vois qu'il y a une question sur la différence des doses de cuivre entre le nord et le sud. Alors, je ne sais pas si c'est d'un point de vue réglementaire ou d'un point de vue technique. D'un point de vue réglementaire, non, bien évidemment, la réglementation est la même partout sur le territoire. Sur les doses réellement utilisées, généralement, effectivement, on a sur les vignobles qui ont des pressions mildiou plus importantes que que chez nous, les doses de cuivre sont souvent supérieures. Il y a toujours une grande variabilité. Et puis, dans certains secteurs, effectivement, la pression mildiou peut être un frein au développement du bio. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je ne sais pas si c'était comme ça qu'a été formulé. Ouais. Alors après, il y a des trucs là, Essence. J'essaie d'afficher un peu la question. C'est quoi, avez-vous testé l'OAD décitré? Ça me dit rien. Je sais pas ce que c'est. Ouais, et en 2018, est-ce que tu as perdu des raisins? Voilà, c'est une question. Avez-vous été impacté par le milieu? En 2018, j'ai fait plus 19% par rapport à 2017. Mais faut savoir que 2017, c'était une très mauvaise année pour nous parce qu'on a eu une sécheresse terrible. J'en ai perdu quand même un peu, quoi. On a fait mieux que 2017, mais j'aurais pu faire mieux. Cela dit, je suis pas mécontent de ce que j'ai sorti parce que c'était quand même une belle année. On s'est pas mal battu. On a fait des belles journées, beaucoup de traitements, mais non, franchement, ça en est bien tiré. Et 2020, finalement, moi j'entends à droite à gauche que c'était plus difficile que 2018. 2018 était très difficile parce que, en tout cas, moi, j'étais pas du tout préparé à quelque chose comme ça, quoi. Parce que, ici, dans le sud de la France, on n'a pas du tout l'habitude d'avoir ce genre de temps. Et 2020, on était un peu mieux préparé parce qu'on l'avait vu venir un petit peu. Puis on avait déjà eu ça 2 ans avant, donc on a pu lutter un peu plus efficacement, quoi, voilà. Je pense. Il y a une question, mais moi je la pensais aussi. Est-ce que tu as laissé des témoins pour voir l'efficacité du produit essentiel? Parce que le produit qui convainc, enfin, on l'a testé, Nicolas l'a testé aussi, tout ça, c'est vrai qu'il est efficace, il est homologué, mais voilà, ton intervention est centrée sur ce produit. Autant je pourrais comprendre qu'on veuille faire des trucs comme ça pour tout ce qui est tisane et tout, où l'efficacité peut être des fois un peu plus compliquée à percevoir.
L'essentiel, ça se voit très bien. D'ailleurs, moi j'ai eu vraiment cramé plusieurs fois, un peu trop forcé la dose. Je suis monté jusqu'à 0,8 avec une. L'année dernière sur une parcelle que j'avais achetée de vieux carignan, qui était conventionnel, donc conversion bio, qui avait pas trop l'habitude des traitements bio. Je me suis chopé une grosse attaque et j'ai eu fait 8 kilos de cuivre de soufre mouillable avec 0,8% d'essentiel. Donc c'est une forte dose. Je peux dire que ça marche parce que j'ai cramé pas mal de feuilles, l'oïdium aussi, mais les feuilles aussi, quoi. Ça se voit bien que ça marche. Mais j'ai pas fait de partie témoin. Non. Quel volume hectare? Quel volume hectare de bouillie? Attends. Quand tu fais un phyto, c'est-à-dire tu as 100 litres, 120 Ouais, je suis à 100 litres, 120 litres selon. Et après, ça dépend parce qu'il y a certains produits, il faut passer à des fortes doses d'eau, notamment bicarbonate. Pour me contacter par mail pour me poser vos questions ou si vous avez besoin d'informations. Donc, mon mail, c'est directement en répondant aux invitations qui vous ont été envoyées ou via les mails du programme. N'hésitez pas à diffuser cette invitation et je vous dis à très bientôt. Merci et bonne journée.